Mardi 16 janvier 2024, quatrième journée de la CAN Total Énergie ici en Côte d'Ivoire. Une quatrième journée qui sera marquée par 3 matchs qui vont se jouer à Korogo et à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. L'Intelligent TV est encore une fois de plus chez vous à travers son émission Le Brunch de la CAN pour commenter, analyser pour vous les matchs qui se sont joués hier et puis les matchs qui vont se dérouler cet après-midi à Korogo et à Bouaké. Mesdames, Messieurs, bonjour encore une fois. Bienvenue dans le Brunch de la CAN sur l'Intelligent TV. Bienvenue à nouveau dans votre émission quotidienne, le brunch de la CAN sur l'Intelligent TV pour analyser pour vous les matchs d'hier, se projeter sur les rencontres de ce soir. Et qui mieux que nos experts, nos consultants, un coach, un fin technicien de football et 2 anciens footballeurs internationaux qui ont marqué leur génération par leur immense talent. Qui ne se souvient pas de Zézéto? Qui ne se souvient pas de Charles Dago? Qui ne se souvient pas de coach Alain? Messieurs, bonjour à tous les 3 et merci encore une fois de plus de votre présence. Alain, bonjour. Bonjour Khalil. Comment vous allez? Très bien. Bonne arrivée à vous. Merci. Dago, bonjour. Bonjour Khalil. Bienvenue à vous. Merci. Zézéto, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Super bien. Zézéto, je sens un peu la fatigue à votre niveau. Mais ça va, ça va. Ça va? Ça va aller. Ouais. On a pris un peu d'énergie hier. Un peu d'énergie, on va manger un peu de garba et tout ça. Tout ça, ce matin, et puis ça va aller, on va se réveiller encore une fois de plus. Messieurs, on aura, comme à l'accoutumée, 2 parties importantes dans cette émission. Le ricochet qui va nous permettre d'évoquer les matchs d'hier. Et dans le ricochet, il y aura du piment que Charles Dago va apporter encore une fois de plus. Peut-être un piment de type martiniquais ou ivoirien, où on ira peut-être au Sénégal pour découvrir le piment sénégalais ou peut-être un autre pays. On attend de voir. Ça sera dans 15 minutes dans cette émission, le brunch de la CAN. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on va s'intéresser au garba, le garba qui vous sera bien servi avec tout ce qu'il faut comme ingrédients. On ne va pas oublier aussi le cube de Charles Dago, encore une fois de plus. Vous aurez tout et même de l'huile pour vous permettre d'être bien mis dans le garba. Sinon, dans le brunch de la CAN de ce jour, on va se retrouver dans quelques instants pour ouvrir les hostilités ici dans le riz couché. Dans la journée d'hier, lundi 15 janvier 2024, on a eu droit à 3 matchs. Le Sénégal était opposé à la Gambie, score final 3-0 en faveur des Lions de la Teranga. Et puis, les Lions du Cameroun ont été tenus en échec devant le Sili national de la Guinée, 1 but partout. Et en troisième et dernier match, Algérie et Angola se sont séparés sur ce même score d'1 but partout. C'était du côté de Bouaké. On va donc parler d'abord de ce match Sénégal-Gambie qui a vu la victoire des Lions du Sénégal 3-0. Alain, comme on peut le constater, le Sénégal en tant que champion en titre a confirmé son rang de champion en titre. Effectivement, la logique a été respectée. En tant que champion en titre, je pense que le Sénégal avait obligation de gagner ce match d'entrée pour ne pas se mettre le doute dans la tête de tous les supporters sénégalais. Et je pense que Aliou Cissé a bien fait de faire un mélange de jeunes et des ténors, des titulaires comme on le dit. Et puis là, au niveau du milieu de terrain, je pense qu'il a mis des jeunes qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. On a le meilleur joueur sénégalais des 20 ans, moins de 20 ans, qui a fait un doublé. Lamine Camara, on aura le temps de parler de lui. Qui a fait un doublé. Ensuite, il a mis les quarts de repos parce qu'après, il aura le match Sénégal-Cameroun. Je pense qu'il a bien fait et bravo au Sénégal. Alors, Dago, le coach a dit, Aliou s'est beaucoup appuyé sur la jeunesse dans ce match. Est-ce que c'est ce qui a favorisé cette victoire éclatante du Sénégal, 3-0? Non, je ne dirais pas qu'il ait favorisé la jeunesse. Pouvait-il faire autrement? Ganaga était touché. Voilà, Papsa aussi, je crois, était touché. Il avait quand même quelques joueurs qui étaient un peu affaiblis, qui avaient des pépins physiques. Donc, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, il a fait confiance à ces stars montantes-là, que sont ces 2 Messins-là. Je crois ça, et Papé et Lamine Camara.
et qui déjà ont fait une très bonne saison du côté du championnat français et qui montrent en puissance, et qui ont montré quand même qu'ils avaient des crocs vraiment à la hauteur, sinon la dimension d'un véritable champion, d'un véritable Guendé. Donc ils sont rentrés sans complexe, ils ont laminé vraiment au cours de ce duel-là, au cours de ce derby, parce que c'est quoi? C'est la Sénégambie qui jouait pratiquement. C'est ça, la Sénégambie. Voilà, au cours de ce derby-là, voilà, ils ont laminé cette équipe gambienne qui malheureusement a perdu son football. Un football qui hier était un football dense dans la défense et qui jouait sur les contres. Il exploitait un peu la vélocité de, je crois, Massoud, si ma mémoire est bonne, l'avant-centre gambien. Moussa Bao, pardon, merci. Et puis là, hier on n'a pas compris cela. Ils ont voulu jouer un jeu ouvert alors que techniquement, les Sénégalais étaient au-dessus. Ils ont tout de suite voilà, mis les choses à leur place pour leur montrer qu'effectivement, ils sont les véritables champions. En tout cas, moi, je félicite Aliou Cissé pour la bonne gestion de son groupe. Parce que c'est ça aussi. On ne va pas gagner une Coupe d'Afrique avec 11 ou 12 joueurs. On va gagner une Coupe d'Afrique avec le banc. Et hier, les gamins qui sont rentrés ont montré qu'ils peuvent faire sortir aujourd'hui Idrissa Gana Gueye. Ils peuvent faire sortir même Sadio Mané qui est passé pratiquement inaperçu. Hein. Donc ces jeunes ont montré que ouais, ces cadres-là peuvent sortir. Et puis le Sénégal va demeurer toujours cette équipe championne d'Afrique. C'est tout. Bon, je pense que Dago a dit à peu près tout. Hein. Je pense qu'il faut féliciter le Sénégal. Alors, ils ont maintenu leur rang de leader. Et c'est ce qu'il fallait pour le premier match. Et en plus, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a pris des risques. Il a fait jouer des jeunes, et surtout Lamine Camara. Et je me souviens du premier match de la Côte d'Ivoire, on a dit non, il y a des gens qui ont dit pourquoi on met des jeunes et tout. La preuve, on peut mettre des jeunes. Il suffit de les mettre dans les conditions. Et puis, ça va dérouler avec les anciens qui sont là. Et il faut vraiment féliciter. Je pense que c'est un exemple à suivre. Donc, pour moi, c'est logique que le Sénégal gagne. Et puis, un score assez large. Je pense que c'est le plus gros score pour l'instant. 3 buts à 0. 3 buts de la CAN. Donc, je pense que le Sénégal maintient son rang de leader dans le résultat. Maintenant, dans le jeu, je pense que c'est encore le premier match. Ils vont monter en puissance parce qu'on n'a pas encore vu Mané, on n'a pas encore vu d'autres joueurs qui étaient là lors du dernier triomphe. Donc je pense que le Sénégal va monter en puissance. En face, on a une équipe gambienne qui malheureusement a écopé d'un carton rouge. Il y a un joueur gambien qui est sorti. Est-ce que cela aussi n'a pas facilité les choses? Est-ce que n'eût été ce carton rouge, on aurait pu assister à un tel score du Sénégal? Bon, j'avais déjà 1-0 avant le carton rouge, je pense. Donc peut-être que ça change, mais je veux dire, ils allaient gagner quand même parce que ils étaient un peu plus forts, parce que l'entraîneur de la Gambie, lui-même, il a dit que son équipe voulait jouer en fonction, parce que la tactique après a changé. Mais je pense que la Gambie va remonter en puissance aussi, parce que c'est une bonne équipe. Mais sur ce match-là, elle est passée complètement à côté. Et puis elle a eu un carton rouge aussi, donc c'était pas évident. Donc c'est un peu normal aussi que le Sénégal gagne. Voilà. Alors coach, comment est-ce que l'entraîneur gambien devait gérer ce match après le carton rouge de son joueur? Je pense qu'après le carton rouge, il avait simplement à réorganiser son équipe. Au lieu de jouer avec 3 attaquants, il pouvait passer avec 2 attaquants et puis jouer peut-être à 4-4-1 ou bien jouer avec un seul attaquant. Ça va là, mais la seule différence, ce qui a manqué à la Gambie un peu, c'est qu'ils ont voulu ouvrir le jeu contre le Sénégal. Or, ce n'est pas leur fort. D'habitude, la Gambie joue fermée, en bloc, déplace sur les côtés ou bien chose et puis procède par attaque placée ou bien contre-attaque. Mais contre le Sénégal, vous ouvrez le jeu, sachant très bien que les Sénégalais, aujourd'hui, en Afrique, au milieu de terrain et puis en attaque, c'est des gens qui marquent beaucoup de buts. Donc, quand tu ouvres comme ça, ben, en une fraction de seconde, une fois les gars arrivent à peut-être qu'ils avaient cette envie d'être le premier à porter le coup. Non, mais ils pourraient avoir l'envie d'être le premier à porter le coup s'ils savaient la stratégie réelle de Aliou Cissé. Parce que le vrai problème, c'est que Aliou Cissé aussi a caché son jeu. Aliou Cissé n'a jamais dévoilé qu'il allait faire confiance à cette jeunesse fougueuse-là en début de rencontre. À la conférence de presse, il a dit que tous les cadres sont prêts. Dabo disait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aligner ces jeunes. Oui, mais c'est une technique d'un bon sélectionneur. Il a dit pendant la conférence de presse que tous les cadres sont à 100% pour ce match.
Donc le Gambien, il se dit, bon, si, comment il s'appelle, Idrissa Gueye joue, sachant très bien que Idrissa Gueye n'est pas à 100%, s'il fait jouer Pape qui n'est pas à 100%, donc nous, si on ouvre le jeu, qu'on va les chercher, je pense qu'on aura le gain. Mais c'est l'erreur qu'il a commis. En voulant chercher ces jeunes-là, ils étaient tout le temps dans le dos de la défense. Et bien, voilà ce que ça a donné. Moi, ce qui m'a plu dans cette équipe du Sénégal, c'est le fait qu'il fasse chaud Oui. à 14h. Et ces garçons-là étaient tout le temps en mouvement jusqu'à ce qu'on perde le signal. C'est vrai, on va revenir Ils là-dessus. sont habitués au climat, les joueurs sénégalais, à ce type de climat. Non. Même nous-mêmes qui jouons, qui sommes nés ici, Ils sont donnés les moyens simplement. Dès l'instant où on va en Europe, là, quand on revient, on a chaud. Voilà, quand on va en Europe, on fait 1 an, 2 ans. Exactement. Quand on revient pour jouer en Afrique, on a excessivement chaud. Voilà, donc c'est pas une histoire de... Parce qu'ils sont sénégalais. Non, la température hier était vraiment lourde. Il faisait excessivement chaud. Mais malgré cela, on a vu Lamine Camara et ses coéquipiers, franchement, un mouvement couru, comme si, franchement, peut-être que c'est la fraîcheur, peut-être que la jeunesse, l'insouciance a fait la différence et qu'eux, ils n'ont pas ressenti cette chaleur-là. D'accord. Zito, est-ce que pour vous, le Sénégal, c'est l'équipe qui vous a le plus impressionné depuis l'entame de ce tournoi? Vu le score, oui. Quand on regarde 3-0, quand tu regardes les autres équipes, il y a moins de buts. Mais... Et même dans le jeu aussi, c'est l'équipe qui vous a impressionné? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une équipe qui m'a vraiment impressionné parce que il n'y a pas eu véritablement de confrontement, comme on dit, de confrontation de haut niveau, comme on dit. C'est-à-dire 2 équipes qui se valent encore, sur papier bien sûr, parce que sur le terrain après ça peut changer. Mais qui ont à peu près le même niveau, puis voilà, pour l'instant, c'est que des équipes où on sent que voilà, il y a une équipe qui peut toujours gagner, et puis bon, après ça peut changer en cours de match, mais on sent que voilà, maintenant j'attends, comme j'ai dit, j'attends un Ghana, comment on appelle, un Ghana-Égypte ou Côte d'Ivoire, Nigeria. En ce moment-là, on verra un peu le niveau de certaines équipes qui montent en puissance et puis bon, qui vont garder vraiment le niveau. Coach, c'est un avis que vous partagez? Ben non, moi, depuis le début, il y a la Guinée équatoriale qui m'a fait bonne impression avec, comment on appelle, hier aussi, la Gambie a fait bonne impression. La Gambie n'a pas mal joué, la Gambie a très bien joué, mais seulement qu'elle a été dominée, comme je le dis, à un certain moment par les jeunes Sénégalais qui étaient fougueux dans le milieu du terrain. Mais il y a des équipes qui sont en train de monter en puissance. Des équipes qui sont en train de monter en puissance. Et je pense que c'est des bonnes guerres pour le second tour, parce que le second tour sera encore plus disputé que les premiers tours. Voilà. Alors, Dagochal, il y a un constat qui est fait, c'est que depuis 2010, aucun des champions en titre n'est parvenu à défendre son titre. On commence par une victoire. Voilà. Est-ce que vous voyez en cette équipe sénégalaise, cette équipe qui pourra briser ce signe indien de ne pas conserver son titre? Écoutez, c'est possible, hein. C'est possible, mais comme Alain l'a dit, il faut voir d'abord toutes les équipes jouer au second tour. Ouais. En général, le second tour nous situe plus ou moins ceux qui pourront aller dans le carré final. C'est vrai que le Sénégal a pris un très bon départ en termes de confiance, en termes de jeu pratiqué, marquant des buts, créer le spectacle, tout et tout. Le Sénégal a pris vraiment beaucoup de bons points. Maintenant, une chose est de prendre ce bon point-là et puis être peut-être dans le dur au second match, n'est-ce pas? Donc pour moi, il serait intéressant de voir. On n'a pas pensé que l'Égypte allait faire ses 3 victoires d'affilée, hein, mais l'Égypte l'a fait non plus. Le Cameroun, qui a pensé qu'en 2002, le Cameroun aurait aligné, parce qu'à cette période-là, il y avait vraiment de très grands joueurs. Mais le Cameroun l'a fait. Après, c'est une question de volonté, de détermination. Si le Sénégal y met tous ses ingrédients, c'est possible qu'ils y arrivent. Mais pour moi, j'aimerais encore attendre. Hein, peut-être même que tout le premier tour va nous permettre d'avoir une certaine lecture, une très belle lecture, pour voir quelle est l'équipe qui monte en puissance, quelles sont les équipes qui pensent qu'elles ont retrouvé maintenant leurs jambes. Parce qu'une compétition est longue. La Coupe d'Afrique, c'est 7 matchs, mais 7 matchs, mais non des moindres. Donc du premier jusqu'à la finale, c'est des matchs de coupe. Donc attendons un peu. Zeto, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de Sadio Mané? Dango le disait qu'il était passé à côté de son match. Est-ce que vous avez eu cette même impression? Oui. Pas qu'il est passé à côté. Non, il n'est pas passé à côté voilà, du match, non, mais il a été, on va dire, il a été surclassé par Lamine Camara. Il a été, voilà. Puis le jeune aussi, il faut le reconnaître aussi, a brillé aussi.
Donc peut-être que voilà, Peut-être c'est qu'il a ce qui a fait que Sadio Mané, parce que Sadio Mané, on sait très bien, quand il joue, quand il est sur un terrain, ça se sent tout de suite. Mais là, on a vu que voilà, peut-être que voilà. Est-ce que c'est le fait qu'il ait changé de championnat? On sait que maintenant il joue en Arabie Saoudite, où le championnat n'est pas très élevé comme dans les autres championnats. Non, c'est pas. Ouais, ça peut être ça, mais il faut dire aussi que quand il quittait Liverpool pour aller au Bayern, au Bayern, il est arrivé, il a eu des débuts difficiles. Donc je pense que c'est un peu tout ce processus-là qui continue un peu. Voilà, parce qu'il a eu des débuts difficiles, même quand il partait, c'était compliqué. Donc il arrive à Al Nassr, et il a les débuts difficiles aussi. Donc je pense que c'est un peu une continuité là. Mais voilà, après Sadio, il a bientôt 32 ans, 33 ans. Donc voilà, il tend vers sa fin. Après, ça dépend de lui. Sinon, normalement, vu l'âge, il tend vers sa fin. Après, il y a des joueurs qui, même à 33 ans, ils sont toujours au top. Donc après, ça dépend de comment il va continuer à s'entraîner, comment il va continuer à progresser. Mais sinon, il a déjà fait beaucoup. Maintenant, là, bon, il a été très, très silencieux là, parce que ce n'est pas le Sadio Mané qu'on attendait, même si le Sénégal a gagné 3-0. Et je pense que c'est à lui de mener cette équipe-là. Bon, la CAN passée, il avait débuté aussi difficilement. Il était silencieux aussi. Et puis après, il est monté en puissance. Ben, il faut s'attendre, c'est ça les grands jeux aussi. Ça commence tout doucement. Et puis après, ça monte en puissance. Et ça peut monter en puissance et puis ça peut descendre. Donc voilà. Donc je pense qu'il ne faudrait pas s'inquiéter. Je pense qu'au fur et à mesure que le Sénégal avancera, ils avanceront avec Sadio Mané. Coach, il faut s'inquiéter de la prestation, de la performance de Sadio Mané au cours de cette compétition. Non. En tant que coach, est-ce que vous allez le classer pour le prochain match ou pas? Non, mais il ne faut pas s'inquiéter pour la prestation de Sadio Mané. Il faut comprendre aussi que Sadio Mané, il y a 2 jours de cela, il venait de faire son mariage. Il fallait que toute cette émotion-là, cette joie-là, il faut qu'il la dégage sur un terrain de football, en train de trottiner. Mais le second match, ça ne sera plus le même Sadio Mané. Parce que le second match, tout le monde va l'attendre au tournant. Tout le monde va attendre le Sadio Mané contre qui? Contre le Cameroun. Il faut que ce Sadio Mané-là soit capable de porter toute l'équipe du Sénégal sur ses épaules et puis emmener le Sénégal à la victoire. Là, je pense que ce match-là, Sadio a fait ce qu'il devait faire. Amener les enfants à se surpasser. Ils se sont surpassés. L'essentiel, ils ont pris les 3 points. Et puis, bonne chance au Sénégal. Alors, on a un internaute qui a mis un commentaire ici, Dr Elvis Tano, à qui on dit bonjour et puis merci à vous de nous suivre. Il dit Sadio prépare les jeunes à prendre la relève. Dago. Oui, c'est tout à fait normal. Et puis, a-t-il le choix vraiment? Au football, on n'a pas le choix. Hein. Il y a un moment de règne, et puis il y a un moment où ce sont les muscles. Hein. À un moment donné, à 32, 33 ans, on est vers la sortie. Et quand la sortie se passe très bien, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de footballeurs ivoiriens. Souvent, en sélection, on sort très mal. Vous voyez des garçons comme Boris Sylvain, regardez comment ils sont sortis. Regardez des garçons, même Aboulaye Traoré n'est pas bien sorti de la sélection. Quand tu regardes un Koupa Barry, il n'est pas bien sorti de la sélection. Comprenez? Aouna Dendane n'est pas très bien sorti de la sélection. Didier non plus, il n'est pas très bien sorti de la sélection. Voilà. Celui qui a eu peut-être la chance pour bien sortir de la sélection, peut-être c'est Yaya Touré, Kolo, à la suite, vraiment de leur sacre, ils sont sortis en même temps. Mais ont-ils été honorés? Bon, c'est tout ça que j'appelle bien sorti de la sélection. Donc si Sadio Mané peut déjà, dans son fort intérieur, penser laisser la place aux plus jeunes, donc leur faire véritablement la passe, cette passe-là que tu fais toujours à Alain Yoncia. C'est ça. S'il peut leur faire cette passe-là, mais c'est tant mieux, ils sortiront encore beaucoup plus grandis parce qu'il appartient aux anciens de laisser la place aux jeunes. Alors parlant des jeunes, il y en a un qui a impressionné hier, c'est Lamine Camara. Il n'a que 20 ans, il joue au FC Metz en France, en Ligue 1 française. C'était son premier match, sa première CAN, et il réussit à marquer 2 buts. Du coup, il devient le plus jeune joueur sénégalais, inscrit 2 buts dès son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Je trouve que c'est très bien. Ça prouve qu'il faut faire confiance aux jeunes. Je vais titiller un peu le coach Alain, qui avait dit la dernière fois le match de Côte d'Ivoire que le jeune Diomandé, c'était son premier match et il a tremblé. Ben, voilà, il y a un autre jeune qui vient de jouer. Il a été super, il a marqué 2 buts. Je pense que ça se voit rarement. Un jeune de 20 ans dans une Coupe d'Afrique marquer 2 buts à son premier match. Voilà, donc la preuve, il faut faire jouer les jeunes. Et puis il faut féliciter le Sénégal. Comment il s'appelle?
Aliou Cissé, il a pris des risques. Il a été courageux. Il a pris des, ben, bien sûr, il a pris des risques. Il ne s'est pas posé la question, il a mis le jeu. Et puis voilà. Donc, ça pouvait bien se passer comme il ne pas bien se passer. Mais voilà, il a fait confiance. Après, ça dépend comment tu crées des conditions autour d'un jeune que tu veux lancer. Voilà. C'est comme ça se passe. Si tu crées les bonnes conditions avec ses coéquipiers et tout, je pense que qu'il ait 10 ans, qu'il ait ici, il peut... S'il a le talent, il va... Ces conditions sont lesquelles? Après, je ne suis pas avec eux, mais il y a des conditions, il y a la confiance, il y a la confiance de ses partenaires, du staff, il y a la manière dont il se sent dans le groupe, comment il a été accueilli. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Comment je rentre en équipe nationale, les grands frères m'avaient bien accueilli et tout. Donc, ça m'a facilité les choses. Donc, c'est toujours comme ça. Ça dépend. Après, sur le terrain, tout ce qui s'est passé hors du terrain, ça se passe. Tout ce qui a été positif hors du terrain, ça se retransmet sur le terrain. D'accord. Voilà. Coach, comme Zizé l'a dit, la dernière fois vous disiez que Diomandé était jeune pour entamer ce match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Et là, on voit un jeune de 20 ans qui marque 2 buts pour son premier match dans sa première CAN. Comme quoi on peut être jeune et puis être valeureux sur le terrain. Je le dis et je le répète encore. Diomandé, c'est vrai qu'il n'a pas fait une bonne entrée. Pourquoi? Parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies autour de lui pour le mettre en confiance à 100% pour qu'il fasse un bon match. Regardez le jeune Sénégalais. Dès qu'on le présélectionne pour l'équipe A, il y a une aire d'honneur pour lui parce qu'il revient d'une CAN, des cadets, des juniors où il a été élu meilleur joueur. Déjà, ce simple geste qui a été fait par ses grands frères lui ont donné un ouf de soulagement. Dieu merci que je quitte une famille, je retrouve une grande famille où tout le monde est d'accord et tout le monde est content de me recevoir. En ce moment, quand il est sur le terrain, il sait que tout ce que les grands frères vont lui dire sont des conseils pour qu'il progresse. Et la porte de la progression n'est pas fermée à ce jeu. Mais quand tu viens en sélection, c'est ce qui est difficile dans notre sélection ivoirienne. Ça, il faut que les gens le sachent. Rares sont des sélections où on ouvre comme ça, où on applaudit le joueur, on lui donne le temps même de s'exprimer. Mais il faut avoir gagné quelque chose pour qu'on te fasse cette... Oui, non, c'est ce que je veux dire, Et de deux, c'est le sélectionneur qui a amené à donner la confiance aux joueurs à 1000%. Joue ton ballon, on t'a appelé parce que nous savons que tu as le talent. Nous savons que tu peux nous aider. C'est tout. D'accord. D'abord, comment est-ce que vous le voyez pour la suite de cette compétition? Ah non, c'est un grand footballeur en devenir. Ça, il faut le souligner. Parce qu'il a l'audace, il a la spontanéité, il a franchement tous les gestes d'un vrai numéro 10. Et ça, c'est ce numéro 10 en devenir qui va apporter beaucoup à cette équipe, non seulement de FC Metz, mais à l'équipe nationale du Sénégal. Ce type de qualité-là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. En Côte d'Ivoire, on cherche des joueurs de sa trempe. C'est-à-dire des gens qui sont capables de construire le jeu et puis voilà, animer le jeu, surtout le jeu offensif. Et puis voilà, marquer les buts de cette envergure-là. Et au cours des matchs les plus importants, ça veut dire qu'à son âge, il a du kilo. Ce type de joueur-là, il n'y en a plus. Et donc moi, je vois un grand footballeur en devenir vivement que les blessures s'éloignent de lui. Parce que c'est ça, quand on joue en 10, on prend beaucoup de coups et donc vivant qu'il n'y ait pas de blessure. En plus, il faut dire, je pense qu'il marque les 2 plus beaux buts de la CAN pour l'instant. C'est ça, surtout le deuxième but. Surtout le deuxième but. Mais le deuxième but, ça va encore parce que là, il a le temps. Mais le premier but, je trouve que c'est... Il était encore plus difficile. Plus difficile. Le deuxième but, bon, il est seul. Bah, après, c'est son talent qui parle. Mais là, le premier but, il est en difficulté. Et je pense que c'est les 2 plus beaux buts que j'ai vus encore. À part celui de l'Algérien qui a été refusé. Mais... Ça, c'est pas un but. Bon, ok, c'est pas ça. L'action de l'Algérie. Je vais dire l'action alors, pas le but. 2 buts qui lui ont valu sans doute des éloges de la presse sportive sénégalaise ce matin, qui n'a pas cessé d'encenser Lamine Camara, qui n'a que 20 ans. Et il a été élu meilleur jeune joueur africain en 2023, vainqueur du CHAN avec les locaux sénégalais en janvier 2023. Messieurs, on va partir pour une séquence très importante de cette émission. La partie qui pique, qui blesse, qui agresse. Et ça sera l'œuvre de Charles Dago. À tout de suite.
Alors, vous l'avez vu à l'écran, le piment de Charles Dago. Charles, ce matin, quel est le piment que vous avez prévu pour nous? Non, ce matin, c'est un piment vert. Un piment qui ne vert. brûle pas, mais il reste tout de même un piment. Tu ne peux pas t'amuser quand même à le passer dans certaines parties du corps, notamment sur les yeux, parce qu'il va forcément te brûler. Mais il est vraiment loin du piment rouge ou bien du piment martiniquais. En tout cas, le piment du jour concerne un peu cette histoire de la non-diffusion des matchs. Je veux dire, cette histoire de signal. Voilà. Bon, moi, je ne connais rien dans cette histoire audiovisuelle, mais je n'ai pas compris. Voilà. Depuis peu, on a dit une histoire de tickets mal vendus, de nourriture qu'il n'y a pas au stade. On a critiqué cela. Mais hier encore, on tombe dans une histoire de signal. En plein match de Coupe d'Afrique, enfin, moi, franchement, les Coupes d'Afrique auxquelles j'ai assisté, il n'y a pas eu ce problème de signal-là. Il n'y a pas eu ce problème de signal. Et là, hier, bon, nous qui sommes sur une chaîne de télévision de la place, on a perdu le signal. Et pendant 45 minutes, on n'a pas pu avoir le match. Ça, c'est pas normal. Les gens ont voyagé de partout du monde pour venir assister au match. Ils n'ont pas pu avoir les billets pour assister au match. Ils se sont recroquevillés dans les fan zones, dans je sais pas quoi, Canou, je sais pas quoi, dans les salons et autres. Parce que frustrés de ne pas pouvoir aller au terrain par faute de billets, ils sont à la maison, ils sont au salon. Problème de signal encore, ils ne peuvent pas regarder le match pendant près de 45 minutes. Franchement, je voudrais qu'on fasse attention un peu à tout ce qui se passe durant cette CAN-là, parce qu'elle devient, à mon sens, un peu trop cacophonique. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas gentil de notre part. Et pendant ce temps, on apprend qu'il y a une autre chaîne qui diffuse le match. Pendant ce temps, il y a une autre chaîne en Côte d'Ivoire, alors que c'est nous qui produisons le signal. Il y a une chaîne en Côte d'Ivoire qui, elle, diffuse le match. Enfin, je ne comprends pas. Mais Charles, ce qu'il faut signifier, c'est que cette chaîne aussi, à un moment, a connu une interruption dans la diffusion de ce match. Bon, tout ça, c'est un imbroglio que je ne comprends pas. Vous comprenez? C'est trop difficile. En tout cas, il faut qu'on nous explique. Techniquement, il faut que les responsables techniques de l'audiovisuel de la Côte d'Ivoire nous expliquent un peu comment les choses fonctionnent. Parce que, vous pensez qu'il y a une part belle qui est faite à cette chaîne-là au détriment des chaînes nationales? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas le fonctionnement. Mais je trouve quand même aberrant que nous, notre chaîne nationale, qui est le diffuseur officiel, perde le signal. Le diffuseur officiel, nous on perd le signal, et il y a une autre chaîne à côté qui a le signal. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se remettre en cause au niveau de la chaîne nationale? Mais c'est la question que je pose. Plutôt que d'accuser les autres. Je n'accuse personne. Jusque-là, je n'accusais personne. Je m'interroge. On s'interroge. Enfin, expliquez-nous. Comment est-ce que nous qui concevons le signal, nous on ne l'a pas. C'est nous qui le concevons en partenariat avec la CAF, jusqu'à ce qu'il semble-t-il qu'ils partent dans le satellite, n'est-ce pas? Nous, on n'a pas le signal, et puis il y a une autre chaîne à côté qui a le signal. Comment elle fait pour avoir le signal? Ce signal que nous, on a perdu là, comment elle fait pour l'avoir? C'est ma question. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans notre fonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors on a le signal, ou on n'a pas le signal. Là, je peux être d'accord. Mais qu'une autre chaîne de télévision qui n'est pas la nôtre ait le signal, franchement, ça jette un peu un discrédit, encore une fois de plus, sur notre canne. Parce que là, la question de ticket a déshabillé pratiquement cette canne-là. On ne mange pas, on ne peut pas aller au terrain. Si on ne peut pas encore regarder le match à la télévision, enfin, franchement. Mais Charles, après, c'est une seule fois. Est-ce qu'une seule fois, ça peut entacher l'image? C'est pour ça que je pose la question. Ça s'est passé hier. Vivement que ce soit la seule fois. Ça s'est produit aujourd'hui. Que diras-tu, Ibeka? Que diras-tu? Quand la question du billet s'est posée à IBMP, on nous a produit un communiqué hier où on nous dit non, c'est 40 000 tickets qui ont été produits. Mais est-ce que se passe à San Pedro, à Boaké? Est-ce qu'ils peuvent expliquer encore tout ça de cette même façon? Non, c'est une cacophonie. C'est un échec cuisant, cette question de billetterie, alors qu'on a eu le responsable du COCAN qui est venu nous trouver, qui est venu à la télévision pour nous expliquer qu'il n'aura pas de billets dupliqués, il n'aura pas de ceci, il n'aura pas de cela. Au finish, tout ce qu'il a dit qu'il n'aura pas là, c'est dans ça qu'on est. C'est pour ça que moi, dans
dans mon piment du jour, sur ce garba-là. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais le poisson d'aujourd'hui est un peu amer. Peut-être que c'est parce que le piment, c'est un piment vert, mais je tiens à ce que cette question de satellite et de signal là, soit vraiment réglée et au plus vite, qu'on ne revive pas cette situation-là. Parce que franchement, c'est un peu dérangeant. D'accord. D'abord, on va permettre aux autres de goûter à votre piment vert. En commençant par Zeto. Charles s'est posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous avez compris à votre niveau pourquoi les chaînes nationales, sinon la chaîne nationale n'a pas pu diffuser ce match à un moment je suis dans le même cas que Dago. C'est pas normal. Donc on se pose toutes ces questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une chaîne qui n'est pas autorisée, qui n'a pas l'accord officiel, puis qui diffuse les matchs, et puis l'autre qui a l'accord officiel n'arrive pas? Donc on se pose toutes ces questions. Donc ce genre de questions, on se les pose, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on nous explique pourquoi cela est arrivé. Oui, si eux, ils ont les moyens de diffuser toutes ces chaînes disent que ces moyens-là, nous, on peut les acheter aussi. C'est que ceux dont ils disposent, et puis ils arrivent à la perte du signal à diffuser, mais vivement que nos responsables aillent acheter aussi ce matériel-là. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème technique au niveau de notre chaîne nationale? Mais c'est eux qui doivent nous expliquer si c'est un problème technique ou bien c'est un problème de satellite. Bon, ils disent que... Parce que l'autre a ça... L'autre a ça et puis l'autre n'a pas ça. Oui, mais pourquoi l'autre a ça? Peut-être que l'autre a su jouer de son professionnalisme, a su trouver... nous ne sommes pas en train de dire Khalid. Nous ne sommes pas en train de dire que nos autorités de notre chaîne nationale ne sont pas professionnels, c'est des grands professionnels. Je le dis et je le répète, le matériel dont eux ils ont disposé pour pouvoir le diffuser là, mais vivement que nous on aille l'acheter. Au cas où on perd le signal encore, nous on puisse diffuser le match. Non, mais le problème Dago, peut-être que nous on est habitués au marché noir et ils aiment les marchés clairs. Voilà la différence. Qu'est-ce que vous voulez dire? La question des billets n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites... Non, mais comment eux ils peuvent s'arranger pour avoir eux le signal, sachant qu'ils ne sont pas le diffuseur officiel? Mais ils disent qu'ils sont un diffuseur officiel, la chaîne nationale a le même langage, l'autre chaîne aussi a le même langage. Bon, qui est le diffuseur officiel finalement? Non, je reprends. Non, ils sont le diffuseur officiel nous sommes au même titre. Le producteur du signal. D'abord, qui produit le signal? Nous coproduisons le signal avec une entité que la CAF nous a joint. Donc, donc, le signal va sur un satellite. Semble-t-il que le problème est arrivé au niveau du satellite. Ouais, il y a une ce qui est possible. Ça, c'est les aspects techniques. Moi, mon problème, c'est que il ne faut pas que ça arrive encore. Je le dis parce que il faut trouver des solutions. S'il y a une autre chaîne qui a pu diffuser le match pendant que nous avons un problème, ça veut dire qu'eux, ils disposent d'un matériel ou certainement ils disposent de quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher. Il ne faut pas aller chercher des histoires de marché noir. Nous, on n'est pas d'accord avec toi. Voilà, non. Là, c'est... Bon, ok, allons-y chercher le matériel pour éviter que ce même problème que ça se reproduise. Voilà. Je pense que si on va chercher le matériel adéquat, il ne va plus avoir ce même problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est arrivé une première fois, prenons nos dispositions pour que ça se répète. D'accord, on l'espère bien. Il y a aussi un internaute qui abonde dans le même sens que Charles, qui estime que c'est encore une tache noire dans notre camp, c'est-à-dire dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. On va boucler pour ce piment et revenir dans quelques instants pour la suite de cette émission. A tout de suite. Nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes dans l'émission Le Brunch de la CAN. Nous sommes mardi 16 janvier 2024, quatrième journée de la CAN Total Énergie ici en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à notre émission pour vous décrypter, commenter, analyser les matchs qui se sont joués hier et ceux qui vont se jouer cet après-midi. Mais avant d'arriver au match de cet après-midi, nous allons nous intéresser à ce second sujet du ricochet où on va parler des matchs Cameroun-Guinée et le match de la soirée Algérie-Angola. Monsieur, comment vous avez trouvé ces deux matchs? On a vu, c'était vraiment des matchs très poussés, surtout le match Algérie-Angola.
Bon, moi je pense que hier, le match Guinée-Cameroun, les Guinéens se sont fourvoyés eux-mêmes. À quel niveau? Comment? Ben, vous êtes en train de dominer une équipe de Cameroun qui ne se retrouve pas, qui est même perdue sur le terrain de football. Vous avez l'occasion de faire le break à moins de 20 minutes. Et vous êtes là, après un but, vous tergiversez, vous tournez sur vous-même au lieu d'aller droit au but. Et voilà que les Camerounais commencent à se réveiller tout doucement. Et sur une erreur d'inattention, le capitaine de la Guinée prend un carton rouge. Et c'est ce carton rouge-là qui a remis les Camerounais en confiance. Sinon, pendant tout le match, les Camerounais étaient bouffés au niveau du milieu de terrain, au niveau de la défense, tout ça. Les gars se cherchaient. Mais dès qu'ils ont eu le carton rouge, la Guinée a eu le carton rouge, ils ont poussé un ouf de soulagement. Ils ont commencé, avec cette supériorité numérique-là, de poser leur football, de commencer à se replacer, à s'organiser pour pouvoir sortir, avoir un match dans cette rencontre. Parlant de ce carton rouge, est-ce que vous l'avez trouvé exagéré comme certains le C'est un carton rouge normal. C'est un carton rouge normal parce que la zone dans laquelle il fait la faute, il n'y a même pas de danger. Et en plus, c'est une faute qui porte atteinte à l'intégrité du joueur. Parce que sur un talon d'Achille, s'il se blesse là, la carrière du joueur s'est terminée. À moins qu'il doit faire encore 1 an ou bien 2 ans, il doit faire une opération pour revenir. Donc c'est un carton rouge normal. D'accord. Zito, comment vous expliquez ce carton rouge, cette faute qui a été commise par le capitaine guinéen et qui a occasionné sa sortie? On a vu qu'après sa sortie, le Cameroun est revenu dans ce match. Comment en tant que joueur vous expliquez cette faute qui a été commise par le capitaine? Non, c'est une faute qui peut arriver à tout le monde. Ça, c'est dans l'action du jeu. Donc le joueur, il veut arrêter l'attaquant qui part et puis bon, sans faire exprès, il marche sur la cheville après à 2 reprises. Mais je pense qu'il n'a pas fait exprès, donc c'est exagéré. Non, il ne peut pas faire exprès. Ce n'est pas un tacle qu'il a fait ou un tacle, tu t'en vas vraiment pour tacler. Vous n'êtes pas d'accord avec ce carton rouge? Si, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a un carton rouge. Il y a un carton rouge. Il n'est pas sévère. Après, dans l'action du jeu, s'il n'y avait pas la VAR, je pense que l'arbitre allait donner un carton jaune et puis on passait à autre chose. Mais quand il y a la VAR comme ça, quand on revient sur des situations, mais il marche sur la cheville et puis voilà, il pouvait le blesser aussi. Donc c'est un carton rouge. Mais le match en lui-même, moi je n'ai pas vu le Cameroun. Parce qu'une équipe qui joue à 10 contre 11, bon, c'est normal qu'elle serait un peu dominée. Mais à 11 contre 11, je n'ai pas vu le Cameroun du tout. Je n'ai pas vu le Cameroun. Comment vous expliquez cela? Mais je l'avais dit ici, c'est une équipe moyenne. Il y a pas peut-être que physiquement, voilà, sur le Cameroun, comme on le dit avant, ouais, ils ont des réactions, oui, ça c'est normal. Mais dans le jeu même en lui-même, moi je vois. C'était des lions amaigris, comme j'ai rien vu. Pour moi, c'était fade. La première mi-temps, ben, le Cameroun doit dire merci à Kamano. Parce que prendre le carton rouge, ça déstabilise son équipe. Et après, tu joues à 10 contre 11, c'est normal, les autres vont pousser, ils vont pousser, et puis ça finit toujours comme ça par être égalé. Même à 10 contre 11, le Cameroun même était encore, je veux dire, ils étaient encore à la peine parce qu'il y a quelques occasions, des contre-attaques que les autres ont eu, qu'ils ont mal négocié même. Voilà. Donc pour moi, ce Cameroun-là, ce n'est pas un Cameroun de rêve. Je pense qu'ils ont du boulot à faire encore parce que contre le Sénégal, je pense que si le Sénégal ne joue pas à 10, Cameroun peut prendre 3 buts aussi. Pour ma part. D'abord, comment est-ce que vous pouvez expliquer ces performances réalisées par le Cameroun et l'Algérie? Le Cameroun a fait 1-1 contre la Guinée avec un joueur de plus sur le terrain. L'Algérie aussi à son niveau qui est considéré, sinon qui était considérée comme favorite de la rencontre, a calé devant l'Angola 1 but partout. Comment vous expliquez à votre niveau ces deux contre-performances, si on peut le dire, de ces deux équipes? Non, mais écoutez, le Cameroun ne fait plus peur. Je l'ai dit ici, il n'y a plus de grands joueurs dans cette équipe du Cameroun. En général, dans une équipe, il faut toujours un joueur pour tirer, 1 ou 2 joueurs qui tirent tout le groupe vers le haut. Quand tu prends le Cameroun, Vincent Baka n'étant plus là, Choupo-Moting n'étant plus là, tous ces joueurs qui sont en train de là, c'est des pieds carrés. Est-ce que si Vincent était là, ça allait changer les choses? Oui, à lui seul, il peut bloquer 3-4 joueurs, à lui seul, parce que quand il est dans la défense, n'importe quel, enfin, il est dans une défense, il peut mobiliser 2 à 3 joueurs. Donc ça donne. La tactique peut changer en fonction de lui. Peut changer. Et là, ça les fait bien jouer Cal. Ça peut faire bien jouer Cal et Kambi. Voilà, non seulement lui, mais tu allais voir Nguissa vraiment. Nguissa, ouais. D'ici les ballons comme il se devait. Mais c'est la sortie de Kamano
qui leur donne cette bouffée d'oxygène là, qui leur permet de gagner en confiance. Et puis même malgré ça, ils ont joué sur des grands ballons seulement. Des grands ballons. Ça n'a pas été un football léché où, voilà, où vous pouvez venir marquer un but aussi tranquillement avec Vincent Baka. Donc on a vu que sans Vincent Baka, c'est une autre équipe du Cameroun. C'est sincèrement une autre équipe du Cameroun. Maintenant, est-ce que vous allez jouer cette qualité physique-là et de duel toute une compétition? Est-ce que ça va toujours vous réussir? Je ne crois pas, parce que hier, ils ont puisé dans leurs ressources. Hein. Ils ont puisé dans leurs ressources, ils ont joué près de 7 minutes d'arrêt de jeu. Et donc, face au Sénégal qui est allé très vite avec son adversaire, ou les Sénégalais ont récupéré, je crois que les Camerounais auront vraiment du fil à l'étonne. Bon, maintenant, après, ça reste un match de foot. Les Camerounais, on les connaît, dans leur fighting, dans leur engagement. Ils peuvent peut-être aller cogner un peu plus ces joueurs sénégalais-là, qui peut-être reculeront. Mais sinon, dans le football même, en lui-même, je ne crois pas que le Cameroun puisse tenir devant cette équipe du Sénégal. D'accord. Coach, vous qui êtes coach, on a vu le Cameroun était en supériorité numérique sur le terrain, puisque la Guinée a eu un carton rouge. Est-ce que, tactiquement, vous avez senti Rigobert Song sur ce coup-là? Non, je ne l'ai pas senti dans la mesure où c'est vrai qu'il voulait étirer la défense guinéenne et puis passer sur les côtés pour chercher à marquer. Mais quand on passe sur les côtés, ce n'est pas obligatoirement sur des centres aériens qu'on peut marquer des buts. C'est vrai, on a fait un premier centre aérien, on a égalisé. Mais après, tous les autres Guinéens venaient à 2 ou 3 sur celui qui devait faire le centre. Donc, il fallait changer des tactiques. Au lieu de faire des centres aériens, il fallait faire des centres à l'entrée de la surface de réparation, et puis 2 milieux de terrain ou bien quelqu'un qui venait de loin, et puis pour marquer des buts. Mais ils ont insisté, mais ça n'a pas marché parce que quelque part, il faut dire que Rigobert Song n'a pas eu ce flair-là de faire entrer ce gars, ou bien il n'a personne sur le banc, de faire entrer ce gars qui est capable de prendre le ballon, fixer l'axe central, solliciter des 1-2 et puis chercher à frapper. S'il n'a pas, il a oublié de jouer sur ses qualités qu'il a. Maintenant, quand on revient par exemple sur le deuxième match, l'autre match Algérie-Angola. Algérie-Angola. Ben, écoutez, les Algériens, depuis un certain moment, ils sont à l'image de leurs sélectionneurs. L'ami des Eto. L'ami des Eto. Ils sont à l'image de leurs sélectionneurs. Discours nouveau. Ils sont à l'image de leurs sélectionneurs qui ne fait que attaquer, se plaindre, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Ils menaient hier 1-0. Ils avaient la possibilité de tuer l'Angola. Mais ils sont rentrés dans des histoires de crier par gauche, chercher à faire des fautes inutiles, gagner des minutes supplémentaires. Mais pendant ce temps, l'Angola a pris tout son temps en train de se réorganiser, en train de réorganiser son bloc et de procéder maintenant par contre-attaque et attaque placée. Je vous donne le but et comment les Angolais commencent à comprendre le jeu de la Tunisie. De l'Algérie. De l'Algérie. Quand ils ont pris un but, en deuxième mi-temps, ou bien vers la fin de la première mi-temps, il fait sortir le jeune avant-centre angolais et il fait entrer le cadre qui n'était même pas sûr d'être titulaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le cadre, à lui seul, entraîne combien de défenseurs algériens? 3. Ça a permis au bloc angolais qui était bas de monter d'un cran, de devenir un bloc médian. Et à partir de là, l'Angola a commencé à dérouler son football. Et c'est ce qui a valu le pénalty. Je pense même que ce sont les Angolais même qui se sont tirés une balle dans le pied. Coutumièrement, ils jouent en 3 ou en 4, 5, 2. En général, ils jouent avec 2 attaquants de pointe. En général. Et puis, ils densifient leur milieu de terrain. Mais hier, sur la première période, ils ont joué avec 5 défenseurs. 5 défenseurs à plat, avec un seul attaquant. Donc, ils ont donné l'attitude aux Algériens de posséder le ballon jusqu'à ce qu'il soit mené. Et puis, regardez le but que la défense. Vous jouez à 5 contre un seul attaquant et vous manquez le ballon. Et vous lui permettez d'ajuster votre gardien de but. Donc, assez de naïveté. Dans la deuxième période, quand il est revenu aux fondamentaux de l'équipe, ils sont allés jouer beaucoup plus haut au point d'avoir le pénalty. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi certains sélectionneurs aiment dénaturer leur football parce qu'il y a un adversaire en face, c'est l'Algérie. Je ne sais pas si je n'ai pas dit qu'on tremble, ça serait leur manquer du respect, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Non, gardez votre identité de jeu, jouez tel que vous avez l'habitude de jouer, et certainement que c'est l'adversaire en lui qui va finir par s'adapter à votre façon de jouer. Imposez votre rythme. C'est ce qui se passe. Nous, la Côte d'Ivoire, on impose notre faux rythme de jeu. Beaucoup disent, les Ivoiriens ne jouent pas vite, nous on ne joue jamais vite. On a un faux rythme de jeu. Si toi tu joues vite, tu nous bats,
Mais si tu tombes dans ce faux rythme-là, cette nonchalance-là, tu es battu parce que c'est comme ça on va jouer toi jusqu'à la fin, on va te battre. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'individualités. Donc on te pousse doucement, 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 jusqu'à ce qu'on arrive sur nos individualités qui vont faire la différence. D'accord, voilà. C'est bien noté. C'est bien noté. Le classement final pour ce groupe C, Sénégal est premier avec 3 points plus 3. Cameroun deuxième, 1 point plus 0. Troisième Guinée, 1 point également plus 0. Et quatrième Gambie, 1 point plus 0. Les matchs de ce jour, il y en aura 3. On en parle tout de suite dans le Garba. Le Garba de ce jour est accompagné de 3 gros poissons thon, pour dire 3 matchs. Le premier, c'est pour tout à l'heure à 14h, Burkina Faso, Mauritanie, au stade de la paix de Bouaké. Et dans la soirée, à 17h, on aura Tunisie, Namibie, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et à 20h, Mali, Afrique du Sud, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et là, je m'empresse à faire la passe au coach Alain qui me regarde avec beaucoup d'impatience. Coach, vous avez la possibilité de faire la passe à qui vous voulez après votre analyse. D'abord, je vais commencer par le match Burkina-Mauritanie. C'est vrai que les deux équipes-là sont rencontrées il n'y a pas longtemps. Et il y a eu 2 victoires pour le Burkina et 2 matchs nuls. Contre 0 pour la Mauritanie. En septembre 2018, la Mauritanie a battu le Burkina lors d'un match de qualification. Ça, c'était à domicile. Le Burkina est à sa 13e participation, quand la Mauritanie est à sa 4e participation. Et le Burkina a 4 demi-finales. Une finale en 2013 où elle a perdu 1-0. Et la Mauritanie, 3e participation, une équipe qui n'a jamais gagné de match. Une équipe qui compte sur un seul joueur, comme je peux le dire, l'attaquant Mokhtar El Haroun, qui est le seul véritable attaquant. Pendant ce temps, les Burkinabés, ils ont des avant-centres. Ils ont Dango Ouattara. Ils ont toute cette pléiade de, je peux dire, entre guillemets, des non-ivoiriens qui sont burkinabés, puisque eux tous, ils ont fait leur enfance ici. Ils ont un gros milieu de terrain. Bon, ok. Les Burkinabés, comme Dago le dit. C'est pas pourquoi je le dis, ils sont Burkinabés. Ils ont des gros milieux de terrain qui savent qu'ils vont aller chercher les Mauritaniens. Et je pense que le match de ce soir-là, pour ma foi, ça serait un match qui sera plus Burkinabé que Mauritanien. Qu'est-ce que tu en penses, Dago? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais n'en demeure pas moins que les Burkinabés sont en train de travailler. Ça, il faut le reconnaître. Au niveau des clubs, déjà au niveau des clubs, les clubs burkinabés, notamment Nouadhibou. Non, ça c'est mauritanien. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, mais c'est justement ça. C'est la Mauritanie qui joue contre le Burkina, non? Oui, c'est ce que je dis. Tu voulais parler des Mauritaniens? Moi, je parle des Mauritaniens. Ah, non, voilà. Okay. Pour dire que ces clubs mauritaniens sont tellement en train de travailler que beaucoup ont éliminé des clubs ivoiriens en Ligue des Champions, en Coupe CAF. C'est pour dire qu'il y a un travail que le président Ahmed Fofana, c'est ça? Ouais, je crois. Ahmed est en train de faire là-bas, de ce côté. Donc, ça a réjailli sur l'équipe nationale, franchement. Et ils n'ont pas ce complexe-là de l'Afrique de l'Ouest, les Mauritaniens. Et donc, pour moi, ils vont venir jouer crânement leur chance face au Burkinabé. Il appartiendra aux Burkinabés qui partent avec les faveurs des pronostics d'imposer leur jeu, parce que c'est eux, par rapport à leur histoire que tu viens d'énumérer, à leur palmarès, finaliste de Coupe d'Afrique, quart finaliste de Coupe d'Afrique, de montrer que non, aujourd'hui, c'est le Burkina qui doit être au-dessus de cette équipe mauritanienne. Donc pour moi, oui, je pense que les Burkinabés il y a de la place. Il y a de la place pour les Burkinabés, mais qu'ils fassent très attention parce que ces Mauritaniens-là sont vraiment gaillards. C'est des grands garçons. Physiquement, ils peuvent faire couler n'importe quelle équipe. D'accord. Dans cette équipe de la Mauritanie, il y a un certain Aboubakar Kamara qui a 3 buts et puis Tani qui a 2 buts. Zéto, quand on a 2 buteurs comme ça, 1 à 3 buts, 1 à 2 buts, et qu'on a une défense où il y a les Dayo qui sont devant, à quoi on peut s'attendre? Physiquement déjà, il faut s'attendre à du costaud. Mais je pense que quand tu es un buteur, tu joues contre de bons défenseurs.
c'est très bien parce qu'ils seront en confiance et ils vont te laisser peut-être certaines situations où tu peux en profiter. Mais je pense que s'ils ont marqué 3 buts, les défenseurs du Burkina doivent faire très attention aussi. D'accord, coach, et puis le prochain match, Mali, Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, puisqu'on est pris un peu par le temps, on va aller rapidement pour ces 2 matchs, on va les englober en même temps. Tunisie, Namibie, moi je pense que c'est un match qui, ma foi, les Tunisiens, ça fait depuis belle lurette qu'ils ne sont jamais montés sur le podium. Les Tunisiens sont toujours dans le moule des matchs de poule. Ils n'arrivent pas véritablement à sortir chaque fois des matchs de poule. C'est la même chose comme la Namibie. Mais aujourd'hui, le meilleur des matchs qu'on va assister, ça sera Mali, Afrique du Sud. Ça sera 2 équipes joueuses. Le Mali est une équipe qui est en train de monter véritablement en puissance. L'Afrique du Sud aussi a refait son effectif. Ils sont en train de monter en puissance. Quand on regarde les 2 matchs amicaux, le match amical Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Mali-Côte d'Ivoire, je pense que ce soir, ça sera du feu. Dago, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mali, Afrique du Sud, ça sera du feu. Parce que les Maliens, aujourd'hui, ils ont quand même un effectif très, très, très intéressant. Regardez, ce groupe-là, depuis pour les 4-5 ans aujourd'hui, Bissouma, Samé Seko et autres, là, ils jouent ensemble depuis près de 4-5 ans. Ils ont déjà fait 2 cadres ensemble, même s'ils sont décevants. En général, dans toutes ces cadres-là, ils sont toujours attendus, mais ils ne sont jamais arrivés. Ils sont restés des éternels espoirs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de maturité dans cette équipe-là. Parce que l'équipe du Mali que j'ai vu évoluer ici face à la Côte d'Ivoire a montré beaucoup de bonnes choses, surtout au niveau du caractère. Et je pense que s'ils gardent cette détermination, cette volonté, ils pourront titiller sérieusement cette équipe de l'Afrique du Sud qui, elle, aujourd'hui, a un championnat tellement professionnel et que vraiment les conditions sont réunies aussi pour pouvoir aller au plus haut niveau. Mais je pense que, franchement, on est en Côte d'Ivoire et le Burkina est chez lui en Côte d'Ivoire. Le match se joue à Bouaké. À Bouaké, c'est pratiquement plus d'1 million de Burkinabés. On en a à peu près 2 à 3 millions en Côte d'Ivoire. Donc, si ne serait-ce que 50 000 Burkinabés se déplacent, je pense que les Sud-Africains vont vivre un enfer. Ça, Mali, si les Maliens de Korogo, voilà, ils vont vraiment vivre un enfer. Ils ont 100 cas qui sont arrivés à Korogo. Qui viennent du Mali. Non, mais ils sont déjà nombreux à Bouaké. Sans compter tous ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je pense que c'est aussi que Dago a dit quelque chose qui est très bien. Le Mali qui joue ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus de la moitié des joueurs qui sont académiciens. Ouais. L'académie du Côte Jamba qui est basée au Mali. Ouais. Et Bissouma, Amari, le capitaine, tous ceux-là, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 12 ans. Donc ça fait qu'ils se connaissent jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels. Bon, c'est à peu près comme les académiciens en Côte d'Ivoire ici, les cours et tout, et tout. Donc c'est une très bonne équipe, très technique. Et puis, comme il a dit, Dago Charles aussi, qui vient en maturité parce que ça fait 4, 5 ans, 6 ans pour certains joueurs qui jouent ensemble. Et là, il y a d'autres qui sont montés encore avec les Dorgelès et tout ça là. Donc ça sera une très belle équipe, une très, très, très belle équipe. Vous vous souvenez qu'une année, elle avait inquiété la Côte d'Ivoire ici. Oui. Je pense qu'elle avait battu même, je ne sais pas. Non, match nul, je crois. Match nul, voilà. C'est la Guinée qui nous avait battu. Voilà, exactement. Donc le Mali avait fait un très bon match et puis c'est fini par match nul. Donc c'est une très belle équipe. Il faut compter vraiment sur le Mali parce que là, il y aura du beau jeu, des beaux gestes techniques et puis vraiment du beau jeu qu'on n'a pas encore vu depuis si longtemps. Je pense qu'avec le Mali, avec Bissouma au milieu, avec Amari sur le côté, avec Dorgelès devant, je pense que ça serait un beau spectacle. D'accord, avec Zézeto, avec coach Alain, avec Charles Dago, on prend toujours du plaisir à vous accompagner tous les jours, tous les matins à partir de 10h. Ne dis pas qu'on a fini de manger. Bon, apparemment on a fini. Il n'y a pas d'autres. J'ai cru que le Real, Alain me dit, il y a d'autres à côté, Garba à côté qu'on pouvait renforcer. Bon, il me dit... il n'y en a plus. On espère que demain, on en aura assez. Avec quand même beaucoup de poissons pour pouvoir manger abondamment sur ce plateau et puis en compagnie de nos téléspectateurs. Coach, merci. Merci pour vos analyses. Merci pour cette passe. Merci de votre présence. Bonne chance aux Maliens. D'accord. Bonne chance. Pourquoi? Parce que vous avez entraîné au Mali.
Ben écoutez, c'est un pays qui m'a adopté. C'est ton pays d'adoption. C'est mon pays d'adoption. Donc tout Normalement, tu devais être aujourd'hui à oui, je devais être à Korogo, mais écoutez, le boulot tu mettais le maillot Mali quand même. Donc, non, écoutez. Non, il ne met pas le maillot, mais il porte le Mali en cœur. Tu aurais dû faire comme Didier Drogba, t'es marié au Mali. Là encore, ça c'est une autre période. Écoutez. Zézé avait promis un maillot. Un maillot, voilà. Malheureusement, l'Algérie n'a pas gagné. Malheureusement, l'Algérie n'a pas gagné. Mais Charlie, je savais qu'il n'avait pas de dernier maillot. Non, j'ai dit si l'Algérie. Est-ce que vous avez échangé avec Ben Madi après son match? Non, il est très nerveux. Il faut laisser, il va se calmer. Merci, j'espère que vous n'êtes pas nerveux, vous êtes content de nous suivre tous les jours à partir de 10h. Merci infiniment de votre fidélité, de votre confiance à l'Intelligent TV. On se donne rendez-vous demain à 10h sur cette même chaîne pour un autre numéro. Au revoir. Allez, Maliba.